En 1950, un ordinateur, c'était vraiment un monstre d'acier. Ah oui, complètement. Un truc gigantesque. Voilà, il faut s'imaginer des pièces entières remplies de tubes à vide, des kilomètres et des kilomètres de câbles, et puis un bruit assourdissant pour une machine qui peinait à faire de toutes petites additions sans surchauffer. C'est ça. On est à l'âge de pierre de l'informatique, littéralement. Et pourtant, au milieu de cette époque technologique vraiment balbutiante, il y a un homme qui décide de publier un article. Et il explique, très calmement d'ailleurs, comment ces mêmes calculatrices géantes allaient un jour mentir, écrire de la poésie et même rivaliser avec l'esprit humain. C'est fascinant quand on y pense. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, notre exploration approfondie nous plonge donc au cœur du texte qui a absolument tout déclenché. C'est l'article d'Alan Turing publié dans la revue Mind, intitulé Computing Machinery and Intelligence. Un document fondateur, hein, c'est sans aucun doute le socle de toute la pensée informatique moderne. Absolument. Mais ce qui rend cette lecture si captivante aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas seulement l'exactitude des prédictions de Turing, non, c'est sa méthode. Sa façon de réfléchir, en fait. Exactement. Turing ne se contente pas de faire de la science-fiction de bas étage. Il construit une véritable machine mentale. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est justement d'extraire ce modèle mental. On veut comprendre comment il pensait. Parce que c'est ça le vrai trésor du texte. Voilà. Comment utiliser sa méthode qui consiste en gros à prendre des problèmes métaphysiques hyper flous pour les réduire en systèmes parfaitement testables. C'est vraiment la clé pour passer du statut de simple utilisateur passif de la tech à celui de véritable penseur de système. Et pour comprendre ce génie, il faut d'abord comprendre comment formuler un problème. Parce qu'au fond, on ne peut tout simplement pas construire ce qu'on ne peut pas mesurer. C'est la règle d'or. C'est ça. Et le texte de 1950 commence d'ailleurs de manière assez abrupte, avec la grande question de l'époque, la question que tout le monde se posait. Les machines peuvent-elles penser? Exactement. Mais la réaction de Turing est brillante, parce qu'il refuse purement et simplement d'y répondre. Il trouve la question absurde en fait. Dans son texte original, il explique très bien la faille de ce raisonnement. Si on cherche à définir les mots machine et pensée en se basant uniquement sur l'usage commun, on finit par chercher la réponse dans un banal sondage d'opinion. Genre un micro-trottoir pour définir l'intelligence? Voilà comme en sondage Gallup, ici d'ailleurs Gallup, c'est une impasse totale. Les grands penseurs ne restent pas enlisés dans des débats philosophiques stériles sur l'essence invisible des choses, ils transforment ces questions floues en protocoles empiriques, observables. Les mesurables. Exactement. Et c'est là qu'intervient le fameux jeu de l'imitation, ce que le grand public appelle aujourd'hui le test de Turing. Mais j'aimerais qu'on revienne sur la version originale du jeu parce qu'elle est hyper souvent mal comprise. C'est vrai, on oublie souvent d'où ça part. Oui, parce qu'initialement, Turing n'implique aucune machine dans son jeu. Pas du tout. Il imagine un jeu avec 3 participants humains. Un homme, une femme et un interrogateur, un juge, qui est placé dans une pièce séparée. Et le but du jeu pour le juge, c'est de deviner qui est l'homme et qui est la femme. Voilà. En posant des questions par écrit, via un téléscripteur pour éviter que le son de la voix ne les trahisse. L'homme essaye de tromper l'interrogateur, tandis que la femme essaye de l'aider. C'est un jeu de rôle social, au final. Et c'est seulement après avoir posé ces règles très humaines que Turing introduit sa bascule monumentale. La fameuse question. Que se passe-t-il si une machine remplace l'homme dans ce jeu de tromperie? Est-ce que l'interrogateur se tromperait aussi souvent que si c'était un humain? Ok, décortiquons ça un instant, parce que ce glissement est fondamental. Au fond, c'est exactement comme un test à l'aveugle, genre un blind test, mais appliqué à l'intellect. C'est une très bonne analogie. On retire volontairement l'apparence physique, on retire le son de la voix, on retire même la lenteur ou la maladresse corporelle, pour ne juger que le comportement intellectuel pur. C'est-à-dire la manipulation de symboles. C'est ça. Dans le texte, il donne l'exemple d'une machine à qui on demanderait d'écrire un sonnet ou de faire un calcul arithmétique. Mais attends, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Allez-y. Est-ce que tout ça, ce n'est pas juste un tour de passe-passe? Je veux dire, en quoi le fait de tromper quelqu'un par du texte prouve une quelconque intelligence réelle? Est-ce qu'on ne juge pas simplement la qualité d'une illusion? Action informatique. L'abstraction, c'est-à-dire? Il démontre qu'une machine n'a pas besoin d'avoir une peau, des poumons ou un cerveau biologique humide pour accomplir une fonction humaine. De la même manière qu'un avion ne bat pas des ailes avec des plumes pour voler, un ordinateur n'a pas besoin de neurones organiques pour traiter de l'information. Ah, l'exemple de l'avion est parfait. La fonction voler est remplie, même si la méthode est mécanique. Exactement.
Le support physique est complètement secondaire pour Turing, c'est la structure logique qui prime. Et si la structure logique produit le même résultat de manière indiscernable pour l'interrogateur, alors la fonction pensée est remplie. Du coup, maintenant que l'on a ce test mesurable, ce protocole, il faut définir quelle entité matérielle est capable de le passer. Et là, Turing restreint son test à ce qu'il appelle les ordinateurs numériques. Les digital computers, oui. Et quand on lit sa description de l'anatomie de ces machines, c'est franchement d'une précision troublante. Il faut bien se rappeler de l'époque. Pour expliquer la chose à ses lecteurs, Turing fait la comparaison avec un calculateur humain. Parce que oui, à l'époque, c'était un vrai métier. C'est ça. Une profession. Une personne assise à un bureau, employée toute la journée, pour faire des calculs répétitifs avec un livre de règles, un crayon et du papier brouillon. Et il décompose cette mécanique du travailleur humain en 3 parties fondamentales. Et le plus fou, c'est que ces 3 parties constituent encore aujourd'hui le squelette absolu de toutes nos machines. C'est l'architecture de base. Complètement. Il y a d'abord le store, la mémoire, qui correspond au papier brouillon du calculateur humain et à son fameux livre de règles. Ensuite, l'executive unit, l'unité d'exécution. Qui serait la main du travailleur. Voilà, la main qui effectue physiquement l'addition ou la soustraction sur le papier. Et enfin, le concept le plus crucial de tous, le contrôle, l'unité de contrôle. Le cerveau de l'opération. Chez l'humain, c'est cette discipline mentale qui s'assure que les instructions du livre sont lues et exécutées dans le bon ordre strict, sans jamais en sauter une seule. Et le programme, au final, c'est simplement cette table d'instructions. D'ailleurs, Turing insiste lourdement sur le fait que ces ordinateurs sont des machines à état discret. C'est un concept clé. Très important, oui. Il utilise une analogie vraiment géniale pour expliquer cela à un public non initié. Il parle d'une roue mécanique qui ferait des clics très précis en s'arrêtant tous les 120 degrés. Pour le système logique, la roue n'est jamais, disons, coincée entre deux positions. Elle ne glisse pas. C'est ça. Elle saute d'un état parfaitement défini à un autre état parfaitement défini. Clic, clic. Et ça, c'est le fondement pur du binaire, des 0 et des 1. Absolument. Même si le monde physique réel est continu, avec de la friction, de l'inertie, des variations de courant, on modélise l'ordinateur comme un système mathématique discret pour le rendre prédictible à 100%. C'est une simplification volontaire. Oui, mais le véritable coup de génie de cette section de l'article, c'est quand il introduit la machine universelle. Turing explique qu'un seul ordinateur numérique, pourvu qu'il ait assez de mémoire et de temps, peut imiter le comportement de n'importe quelle autre machine à état discret. N'importe laquelle. N'importe laquelle. Oui. Comment ? Tout simplement en modifiant sa table d'instructions, son programme. Alors, c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Mais j'avoue que ça me pose aussi un petit problème d'intuition. Dites-moi. Si on suit ce raisonnement de la machine universelle, ça veut dire que le petit smartphone dans notre poche, ou les gigantesques serveurs de données d'aujourd'hui, et même les intelligences artificielles génératives ultra complexes, sont mathématiquement la même machine abstraite que celle de Turing. C'est exactement ça. C'est fascinant. Mais comment on passe d'un truc aussi rigide, déterministe, qui fait juste clic-clic entre des états discrets, à, disons, une conversation ultra fluide capable de tromper un humain au jeu de l'imitation? Le fossé paraît immense. Grave. Comment la surprise, l'humour ou la créativité peuvent-ils naître d'une simple roue qui tourne de 120 degrés? Ça me paraît être un gouffre conceptuel énorme. C'est une incompréhension très courante, et c'est justement ce que Turing cherche à dissiper avec force. La réponse tient en un seul mot, la complexité. La quantité, en fait. Il explique que c'est précisément l'immense complexité des instructions, l'accumulation et le nombre faramineux d'états de mémoire possibles qui créent l'illusion du hasard ou de la fluidité créative. Prenons une métaphore assez simple. On écoute. Les lois de la physique classique, celles qui régissent l'atmosphère, sont parfaitement déterministes et rigides. Pourtant, la météo au quotidien nous paraît souvent chaotique et totalement imprévisible, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est clair, on se trompe tout le temps. Pourquoi ? À cause du nombre incalculable de variables en interaction simultanée. Pour la machine, c'est pareil. Il n'y a aucune magie mystique dans l'intelligence artificielle. Il n'y a que des instructions, des états de mémoire et des transitions discrètes. Mais multiplié par des milliards. Exactement. Quand un système possède des milliards de paramètres interconnectés, le résultat final nous apparaît fluide, naturel et inattendu. Comprendre cette universalité émergente, c'est vraiment le levier ultime pour quiconque étudie la technologie aujourd'hui. Il n'y a pas de fantôme dans la machine. Donc tout s'explique par la complexité. Mais alors,
Si Turing a mathématiquement prouvé cette universalité dès le début des années 50, pourquoi y a-t-il eu une telle levée de boucliers? Ah, la résistance a été féroce. Pourquoi le monde scientifique de l'époque était-il si terrifié, ou du moins si sceptique, face à cette idée? Ça nous amène directement à la question de l'ego humain, je crois. Dans son article, Turing anticipe les critiques et il détruit méthodiquement 9 objections majeures. 9! Et cette partie du texte est une leçon magistrale. Turing avait très bien compris que, face à un changement de paradigme aussi radical, l'être humain réagit d'abord par l'émotion et la peur. C'est tellement vrai. Il liste par exemple l'objection qu'il nomme «la tête dans le sable». Ça se résume à dire «les conséquences de machines pensantes seraient trop terribles, ça nous détrônerait, alors prions pour que ce soit impossible». Le déni total, quoi. Mais il y a aussi des objections qui nous paraissent complètement farfelues aujourd'hui, comme celle sur la perception extrasensorielle. Oui, l'objection de la télépathie. C'est un passage étonnant. C'est incroyable de lire ça sous la plume du père de l'informatique. Il parle de télépathie, de clairvoyance. Mais bon, faut le replacer dans le contexte. À l'époque, des scientifiques très sérieux étudiaient sérieusement la télépathie dans des laboratoires. C'était dans l'air du temps. Et l'approche de Turing face à ça est hilarante de pragmatisme. Il dit en substance, bon, si la télépathie existe, l'interrogateur humain pourrait tricher au jeu de l'imitation en lisant simplement les pensées de l'autre participant humain. Et donc la machine perdrait injustement. Voilà. Donc la solution de Turing, c'est juste de dire, on n'a qu'à mettre tous les participants dans des pièces blindées, anti-télépathie, et on reprend le test. C'est génial. C'est la preuve de sa rigueur absolue. Même face à un phénomène pseudo-scientifique qu'il ne maîtrise pas, il cherche une solution protocolaire pour isoler la variable. Mais si on regarde les objections plus sérieuses, il faut vraiment s'attarder sur l'objection de la conscience. Celle soulevée par le professeur Jefferson. Exactement. Le cœur de cet argument, c'est de dire qu'une machine ne peut pas ressentir d'émotion. Elle ne ressent ni joie, ni chagrin, ni fierté à propos d'un texte qu'elle viendrait d'écrire, et donc, parce qu'elle ne ressent rien, elle ne pense pas vraiment. L'argument de l'âme, en quelque sorte? Turing répond que cette logique mène tout droit au solipsisme. Philosophiquement parlant, le seul moyen d'être absolument certain qu'une entité pense ou ressent quelque chose, c'est d'être soi-même cette entité. C'est vrai que je ne peux pas prouver que vous ressentez des émotions. Je le présume. Voilà, au quotidien, on ne fait que présumer que les autres humains pensent en se basant sur leurs actions, leurs comportements, leurs mots, et Turing demande pourquoi exiger un standard de preuve plus élevé pour une machine que pour un autre être humain. Et pour clouer le bec à cette objection, il imagine un test de type examen oral, le test Viva Voce. C'est vraiment un de mes passages préférés de l'article. C'est un dialogue fictif brillant. L'interrogateur demande à la machine pourquoi, dans un sonnet qu'elle vient de composer, elle a utilisé l'expression « un jour d'été », « a summer's day ». Et il demande si un jour de printemps, « a spring day », ne serait pas beaucoup mieux. Et la machine répond du tac au tac. Elle rétorque immédiatement que ça détruirait complètement la métrique du poème. Ça ne rimerait plus ou le rythme serait cassé. Une réponse très technique et pertinente. Mais l'interrogateur insiste pour la piéger. Il dit « et pourquoi pas a winter's day », un jour d'hiver, hein? Ça respecte la métrique, ça. Et la machine répond cette phrase magnifique « personne ne veut être comparé à un jour d'hiver ». C'est d'une justesse folle. Turing montre magnifiquement qu'une machine n'a absolument pas besoin d'avoir des frissons physiques dans la neige pour manier le concept poétique de l'hiver avec une parfaite compréhension fonctionnelle. Le comportement est là, donc l'intelligence est là. Il y a aussi une autre objection majeure, celle de Lady Lovelace, qui est d'ailleurs encore très présente dans les débats actuels. Ah oui, l'objection de la créativité. Elle affirmait au XIXe siècle qu'une machine analytique ne peut rien créer de nouveau par elle-même. Elle ne fait strictement que ce qu'on lui ordonne de faire, étape par étape. Le fameux argument du « on ne récolte que ce qu'on a semé ». Exactement. Et pour la contrer, Turing fait une distinction théorique vitale. Il sépare les erreurs de fonctionnement des erreurs de conclusion. C'est une nuance super importante. Une erreur de fonctionnement, c'est un bug, une panne matérielle, un court-circuit dans les câbles. La machine est cassée. Mais une erreur de conclusion, c'est un raisonnement logique qui s'exécute correctement, mais qui aboutit à une idée fausse à cause des prémices ou de l'association d'idées. Comme un humain qui se trompe de bonne foi. Voilà. Et Turing affirme de manière hyper provocatrice que pour imiter l'humain de manière convaincante, une machine doit absolument avoir le droit de faire des erreurs de conclusion.
Elle doit pouvoir se tromper sur le fond. C'est fou, parce que si on fait un bond dans le présent, ça résonne d'une manière incroyable. Avec l'actualité, ces fameuses erreurs de conclusion justifiées par Turing, est-ce que ce n'est pas exactement ce que l'on appelle aujourd'hui les hallucinations des intelligences artificielles génératives? C'est le parallèle parfait. Quand on y pense, quand un modèle de langage invente une fausse biographie ou un faux article de loi avec un aplomb total, le grand public réagit en disant « Regardez, c'est stupide, la machine est cassée ». Mais selon la logique de Turing, ce n'est pas cassé. C'est juste une erreur d'inférence qui est totalement inhérente à la manipulation de concepts hyper complexes. Absolument. Si on relie ça à la vue d'ensemble, on remarque qu'on a collectivement tendance à confondre les limites techniques temporaires de nos outils avec des limites théoriques absolues. C'est-à-dire, Dans les années 50, les critiques disaient « une machine ne pourra jamais traduire un texte », simplement parce que les ordinateurs de l'époque n'avaient que quelques kilooctets de mémoire et prenaient 1 heure pour faire une division. le problème c'était le matériel, pas le concept. Exact. Et aujourd'hui, on voit une IA halluciner une réponse et on décrète immédiatement qu'elle ne comprendra jamais rien, qu'elle n'a pas de bon sens. Mais l'hallucination n'est pas un défaut mécanique du disque dur. C'est le prix à payer pour la flexibilité. C'est un sous-produit direct de l'apprentissage statistique, un système mathématique qui associe des milliards de concepts finit parfois, inévitablement, par faire de mauvaises associations, tout comme un cerveau humain se trompe quand il essaye de se souvenir d'un détail lointain. Et cela nous mène naturellement à la question centrale de l'apprentissage. Absolument. C'est la transition parfaite vers la dernière très grande idée du texte, la fameuse machine-enfant. Parce que, bon, Turing a beau avoir prouvé théoriquement que c'est possible, et il a démonté une par une les critiques philosophiques, il laisse quand même un mur gigantesque face à lui en 1950. Le mur de la programmation. Voilà. Comment programme-t-on concrètement l'immense complexité nécessaire pour réussir ce jeu de l'imitation? Rédiger des millions et des millions de règles informelles sur le comportement humain, les exceptions, le sarcasme, ça prendrait des siècles à une armée entière de programmeurs. C'est impossible, manuellement. Et la réponse de Turing est un renversement total de paradigme. Il dit « on ne programme pas cette machine, on l'éduque ». C'est là qu'il imagine le concept révolutionnaire de la child machine, la machine-enfant. Au lieu d'essayer de coder directement un esprit adulte complet avec toutes ses connaissances, Turing propose une autre voie. Beaucoup plus élégante. Créer une structure initiale très simple, presque vide, dotée de règles basiques de survie et d'adaptation, et ensuite la soumettre à un processus éducatif intensif. Exactement comme on le ferait avec le cerveau vierge d'un nouveau-né. Mais attends, je t'arrête sur l'aspect éducatif. Dans le texte, il parle d'un système de récompense et de punition pour éduquer cette machine. Tout à fait. Mais comment on peut punir une machine en métal et en câble en 1950 ? Je veux dire, ça n'a aucun sens physique. On ne va pas la priver de courant ou lui taper sur le capot si elle se trompe d'addition. Cela soulève une question importante, c'est vrai. Mais le vocabulaire de Turing est volontairement métaphorique ici, pour désigner un processus purement mathématique. Ce qu'il appelle punition et récompense, c'est en réalité l'ajustement dynamique de poids probabiliste à l'intérieur du système. Ah, d'accord. Des probabilités. Si la machine génère une réponse ou un comportement qui la rapproche du but fixé, on renforce mathématiquement le chemin de données qui a mené à cette réponse. C'est la récompense. Le chemin devient plus probable pour la prochaine fois. Voilà. Et à l'inverse, si la réponse est absurde ou éloignée du but, on diminue la probabilité que la machine réutilise ce chemin neuronal. C'est la punition. C'est, ni plus ni moins, l'ancêtre conceptuel direct de l'apprentissage par renforcement. Le reinforcement learning qu'on utilise partout aujourd'hui. Exactement. C'est ce qui fait tourner les algorithmes contemporains. Pour bien visualiser ça, je dirais que c'est la différence fondamentale entre le travail d'un horloger et celui d'un dresseur de chiens. Oh, j'aime beaucoup cette image. Si on veut obtenir un comportement complexe par la programmation classique, on agit comme un horloger minutieux. On doit penser à l'avance à la place de chaque engrenage, de chaque petit ressort, et si une seule petite pièce est mal placée, bam, tout le système s'arrête de tourner. C'est rigide. Et très fragile. Mais la méthode de Turing, la machine-enfant, c'est plutôt comme élever un chiot. On ne connaît pas la position exacte des neurones dans le cerveau du chien. On ne code pas ses muscles. On se contente de lui lancer une balle. Et on observe le résultat. S'il la ramène, on lui donne une friandise, la récompense. S'il la détruit avec ses crocs, on le gronde, la punition. Et à force d'itération, sans qu'on ait rien codé de l'intérieur, le réseau interne du chiot s'ajuste tout seul pour obtenir la friandise. C'est de l'apprentissage pur. La métaphore est excellente. Et d'ailleurs,
pour que le chiot explore de nouvelles manières d'attraper la balle et ne fasse pas toujours le même mouvement inutile, Turing précise une chose cruciale. Laquelle? Il dit qu'il faut intégrer un élément aléatoire, un random element, directement dans la machine. Sans ce grain de hasard, la machine resterait bêtement bloquée dans la première solution trouvée, même si cette solution est très médiocre. Le hasard force l'exploration. C'est ça. Et le plus dingue, c'est qu'aujourd'hui, dans la configuration des modèles de langage actuels, cet élément aléatoire porte un nom technique très spécifique. On l'appelle la température. Ah oui, le réglage de température dans les IA génératives. Exactement. C'est ce qui permet à l'IA d'être créative, de générer des textes ou des images différentes à chaque fois qu'on lui pose la même question. On comprend bien que l'IA moderne n'est pas programmée ligne par ligne, elle est véritablement entraînée et guidée. Turing va même encore plus loin dans ses analogies pour expliquer ce basculement conceptuel. Vers la fin du papier, il utilise une image issue de la physique nucléaire, la pile atomique. Une image très forte pour l'époque. Il faut s'imaginer la différence entre un feu de camp qui rate et une explosion en chaîne. Si je comprends bien son texte, il explique que la plupart des esprits, comme ceux des animaux ou des petites machines simples, sont dans un état sous-critique. C'est le terme qu'il emploie, oui. C'est comme jeter une allumette sur un tas de bois mouillé. On y injecte une idée depuis l'extérieur, ça fume un peu, ça déclenche peut-être une ou deux petites réactions internes, puis ça s'éteint complètement. Aucune nouvelle idée n'en ressort. Alors qu'un esprit humain ou une machine d'imitation véritablement aboutie finit par atteindre un stade super critique. C'est l'étincelle dans une poudrière. L'explosion d'idées. L'injection d'une seule petite idée de départ provoque une réaction en chaîne gigantesque, générant par association d'innombrables pensées nouvelles, des hypothèses, voire des théories entières. Le but ultime de l'apprentissage machine pour Turing, c'est de trouver la taille critique de mémoire pour atteindre ce point d'ignition. Mais attention, trouver ce point d'ignition vient avec un prix terrible. Et Turing l'annonce avec une lucidité qui est franchement effrayante pour les années 50. C'est le fameux paradoxe de la boîte noire. Voilà. Si l'on éduque la machine par l'expérience et les probabilités, plutôt que de la coder ligne par ligne, Turing prévient que le créateur, le professeur, ignora en très grande partie ce qui se passe à l'intérieur du réseau. On perd le contrôle total du cheminement. On verra les données entrer d'un côté, on verra le comportement intelligent sortir de l'autre, mais la mécanique interne précise de la prise de décision, les chemins neuronaux empruntés, tout ça deviendra une jungle totalement opaque. Et c'est exactement le grand débat scientifique d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Ève? Le problème de l'interprétabilité des réseaux de neurones profonds. On crée des modèles surpuissants, on sait qu'ils marchent, mais on peine désespérément à expliquer mathématiquement pourquoi ou comment ils ont pris telle ou telle décision précise. On les observe de l'extérieur. Turing l'avait posé non pas comme un défaut, mais comme une condition inévitable de l'apprentissage. L'émergence d'une intelligence complexe exige du sacrifier la transparence parfaite du code. Le parcours mental que nous venons d'accomplir grâce à ces quelques pages écrites en 1950 est absolument colossal. C'est un texte inépuisable. Si l'on doit synthétiser le modèle de Turing pour notre auditoire, on retient quoi? D'abord que pour comprendre le monde numérique, il faut transformer les débats métaphysiques et flous en tests comportementaux observables. Ne jugeons que la performance. Ensuite, il faut intégrer que toute cette magie technologique repose sur des mécanismes ultra-rigides, discrets, qui, quand on les pousse à une échelle massive, créent l'illusion de la fluidité et du hasard. La complexité engendre l'émergence. Exact. Et enfin, il faut accepter que l'apprentissage itératif engendre forcément des comportements qui dépassent l'entendement de ceux-là même qui ont construit la machine. La fameuse boîte noire. C'est un changement total de vision. Mais si je peux ajouter, ce qui rend l'article de Turing véritablement monumental, c'est qu'il ne s'arrête pas à la mécanique de la machine de fer. En filigrane, il nous force, comme un miroir, à interroger notre propre mécanique humaine. Et c'est justement par cette ultime réflexion, un peu cachée au détour des pages sources, que nous allons clore cette plongée. C'est la métaphore vertigineuse de la peau d'oignon. Une très belle image de Turing. Turing fait remarquer que lorsqu'on cherche à étudier notre propre esprit, notre propre conscience, on a souvent l'impression de peler les couches d'un oignon. On observe un comportement humain complexe, puis la science parvient à l'expliquer par un simple mécanisme neurologique ou chimique. Et là, notre ego est blessé. Nick est caché juste en dessous, protégé au centre. Sauf que, comme le suggère Turing avec une ironie assez mordante, si l'on continue à peler cet oignon de la conscience, couche après couche, découverte neurologique après découverte, on risque fort de s'apercevoir que chaque fonction de notre pensée est explicable par des mécanismes à état discret. Exactement.
Et la question qui tue arrive. Si l'on enlève toutes ces couches mécaniques une par une, que reste-t-il au centre de l'oignon? Peut-être rien. Il n'y a peut-être aucun centre magique et non mécanique. Et la boucle est bouclée. Au tout début de sa réflexion, la grande question angoissante de l'époque, c'était « Une machine peut-elle un jour penser comme un être humain ?» Mais après avoir pelé cet oignon jusqu'au bout de l'abstraction, la question résonne tout autrement. La perspective s'inverse totalement. La véritable angoisse philosophique, ce n'est plus de savoir si les machines vont réussir à nous imiter. La question glaçante, c'est de savoir si nous, les êtres humains, sommes fondamentalement autre chose que de très brillantes machines à état discret. Des machines entraînées depuis la naissance. C'est ça, entraînées depuis l'enfance, par un gigantesque système de récompense et de punition sociale, et engagées un peu aveuglément dans notre propre jeu de l'imitation quotidien. C'est le genre de pensée qui vous empêche de dormir. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration approfondie de l'esprit d'Alan Turing. Merci, au revoir et surtout, n'arrêtez jamais d'interroger les systèmes qui vous entourent.